Il y en a combien qui sont community managers dans la salle? Ouais, une majorité. Hein. Bon, qui n'est pas community manager, pardon? Ok. Bon, c'était un test un peu. Parce que nous, on s'est posé la question s'il y avait de la valeur ajoutée dans le social media. On a posé. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses depuis 20 ans qui sont arrivées, ça a vraiment fait bouger beaucoup de choses. Quel est leur véritable impact? C'est là la question qu'on va avoir. Vous avez tous lu, je pense, si vous êtes là, le résumé. Mais en préambule, je voudrais qu'on pose les choses. C'est-à-dire qu'on voudrait que ce soit une réflexion vraiment collective, partagée au sein de notre communauté, sachant qu'on considère que vous faites partie de notre communauté. Nous, on travaille dans le tourisme, vous travaillez dans le tourisme, donc finalement, on est dans le CM, Community Management. Ben là, on manage notre communauté touristique. Deuxième chose, c'est que c'est un vrai débat, c'est une question qu'on s'est posée, notamment avec Sébastien au départ. On s'est dit, mais on est en train de finaliser les ateliers, qu'est-ce qu'on mettait comme atelier? Et vraiment, on a un peu de recul dans le métier. Ça fait quelques années qu'il a créé son agence, que moi j'ai formé beaucoup de community managers. J'ai connu Julien il y a 15 ans, tout ça. Et on s'est dit, bon, franchement, mais est-ce que ça bouge tellement dans le social media, dans les médias sociaux, les réseaux sociaux, tout ça, mais est-ce que ça apporte vraiment quelque chose? Alors c'est là qu'on s'est dit, ce serait bien quand même qu'on fasse un atelier où on se pose ces questions-là. Et à la fois, on a envie aussi de rester dans l'humilité, parce qu'on ne va pas apporter des réponses toutes faites, quoi. Je pense qu'on ne détient pas la vérité, mais on avait envie d'échanger en fait, avec la communauté. Vraiment, et de dire, donc on va poser un peu les choses, là, on va donner notre point de vue, mais avec surtout le vôtre. Hein. Donc moi, je vais vous inviter vraiment à ne pas hésiter d'apporter votre point de vue, vos réflexions et tout ça, et de commenter ce qu'on va vous présenter. Et dernier point quand même, ça nous paraît très important de se remettre quelque part en question. Voilà, parce que ça fait quand même 10 ans maintenant que le community management est parti à fond la caisse. On s'arrête un peu, c'est mon job, c'est pour ça, on s'arrête et on essaie de réfléchir. Vous êtes OK? On part comme ça? Donc par contre, je compte sur vous. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que je dise vous avez des questions et personne qui répond. Sinon, on va se faire un monologue à 3. C'est pas un monologue finalement. Donc, Alors, on est parti, bien sûr, pour poser le débat, on est parti sur un constat. D'accord? Donc, le constat, je vais laisser... Ah, mais je ne vous ai pas présenté quand même. Vous vous présentez. Vous avez un micro. Attendez, ils vont se présenter tout seuls. Sébastien. Ouais. Julien Vessade, community manager, webmaster, photographe, vidéaste. Donc j'ai mis sur la slide que Benoît a zappé de toute façon. Voilà. Couteau suisse numérique, voilà, parce qu'on est un peu des couteaux suisses. On fait pas mal de missions. Et donc sur hier, donc pas très loin, à 1 heure d'ici. Donc hier qui a fusionné aussi avec une grosse métropole, la métropole de Toulon. Donc je fais partie de cet ensemble-là. Donc couteau suisse numérique. Donc après le couteau suisse, c'est quoi? Sébastien, toi, tu es quoi? Alors moi, je vais essayer de me définir simplement. Moi, je suis directeur fondateur de 2 agences. Une qui s'appelle My Destination, qui est une agence de communication social média, donc spécialisée dans le secteur du tourisme. Ça fait maintenant 8 ans qu'on existe. Et notre credo, c'est de se dire que les réseaux sociaux, globalement, c'est des outils. Et que ces outils-là, on veut les rendre utiles. Donc la question, c'est utile à quoi? Utile aux problématiques, aux stratégies touristiques. Donc toujours partir de ces problématiques touristiques très spécifiques au territoire et de se dire, on va voir quels sont les leviers les plus intéressants sur les réseaux sociaux à activer pour pouvoir répondre à ces problématiques touristiques et en particulier tout ce qui est orienté autour de la responsabilité, qui est quelque chose qui nous tient à cœur chez My Destination. J'ai une deuxième casquette qui est aussi celle du directeur et fondateur d'une autre agence qui s'appelle Kern. Et Kern, j'en parlerai à la fin, surtout sur la partie analyse de la performance numérique, cherche à comprendre l'écosystème digital dans sa globalité, comment est-ce qu'il performe, non pas uniquement par le prisme de la performance numérique, mais aussi avec des questions de green IT, avec des questions d'éthique et avec des questions d'engagement éditorial. Et l'engagement éditorial, je vais revenir un petit peu plus en détail dans le cadre de cette présentation sur ce qu'on entend par là. Ce n'est pas l'engagement au sens du taux d'engagement tel qu'on est assez habitué à l'entendre en community management, mais plutôt un engagement dans la valorisation du tourisme responsable. Merci pour cette présentation. Je te laisse continuer sur le constat. Moi, je vais tourner les slides et puis on va commencer avec le pape. Donc, c'est important.
On commence avec cette photo du pape. On aurait pu mettre celle aussi d'Emmanuel Macron qui ramasse les poubelles dans la rue ou face aux manifestants. On a vu passer énormément ces images ces derniers temps, qui sont donc issues d'IA générative, de mid-journée, pour en citer un, qui permettent effectivement aujourd'hui, avec cette arrivée de l'intelligence artificielle, de créer encore plus de troubles entre ce qui est de l'ordre de la réalité et ce qui est de l'ordre de la création, de l'invention. Alors on l'a vu ce matin dans l'atelier qui était d'ailleurs hyper intéressant, il peut y avoir une dimension créative dans l'utilisation de ça, mais il y a aussi un vrai sujet, un vrai sujet qui est de la crédibilité de la parole, et en particulier de la parole des destinations touristiques. Moi, je pense que dans un contexte de défiance qui n'est pas nouveau, on ne va pas refaire l'histoire, mais ça fait quand même quelques années qu'on sait qu'autour des réseaux sociaux, on a cette problématique autour des fake news. Ce nouveau sujet qui arrive, et encore, on n'est pas encore totalement au deepfake, qui est globalement l'utilisation, la création de vidéos complètement inventées, déformées. On y arrive tout doucement et ça va devenir de plus en plus présent et réel. Et en fait, on est effectivement en train de passer d'une situation où on était plutôt sur du « prouve-moi que c'est vrai », prouve-moi que le pape n'a pas mis cette doudoune, à plutôt prouve-moi que c'est faux. Donc plutôt prouve-moi que le pape a mis cette doudoune, ou plutôt prouve-moi que c'est faux. Et en fait, ça veut dire qu'on va devoir passer de plus en plus de temps à venir déconstruire des faux messages. Et ça, c'est un peu quelque chose qui nous attend dans l'animation de communauté, dans la gestion de communauté. Donc ces outils, d'un point de vue créatif, on a tous envie de foncer dessus, de les utiliser, de s'éclater, de faire des trucs rigolotes avec. Moi, j'ai juste envie de mettre un petit point de vigilance qui consiste à dire gaffe, parce que si on commence à balancer un peu de désinformation, si on fait croire des choses, même si après on revient dessus, on sait que la fausse information réalise beaucoup plus vite que l'information réelle. Après, on va participer à cette défiance de la prise de parole officielle. En tant que destination touristique, on porte la prise de parole officielle du territoire. Et je pense qu'il faut garder cette crédibilité-là, et ça me paraît être un premier sujet de notre époque important. Notamment sur les réseaux sociaux, qui sont vraiment la caisse de résonance en fait à ce niveau-là. Absolument. Allez, on enchaîne après sur l'inflation des sujets. Ouais, deuxième point, l'inflation des sujets, ou plutôt l'inflation, le sujet qui en 2022 a vraiment explosé dans les attentes des socionautes, en fait, des utilisateurs des réseaux sociaux, qui se questionnent ou qui communiquent, qui s'expriment autour de cette problématique de question de pouvoir d'achat, par exemple, ou de coût de la vie dans le quotidien. Et donc c'est une tendance de notre époque qui est réelle, on le voit tous dans notre quotidien, avec le coût de la vie qui augmente. Et ça veut dire que dans la projection de notre voyageur, de notre audience, de notre cible, c'est un sujet où il y a de l'intérêt de l'aborder. Delphine en parlait ce matin dans le cadre de l'atelier. Il y a probablement même du beau potentiel de viralité à faire autour de ces sujets, autour d'une question de bon plan par exemple, autour d'une question de gratuité, d'accessibilité à des sites, apporter vraiment du contenu à valeur ajoutée autour de cette dimension-là. Je pense que ça a aujourd'hui du sens, et surtout ça a un potentiel viral. On est moins sur le potentiel viral du coucher de soleil, et on est un petit peu plus sur le potentiel viral de la valeur ajoutée de ce que j'apporte dans mon contenu. Alors vous allez comprendre, on va vous parler de coucher de soleil régulièrement, quoi. On aime bien les couchers de soleil, nous, ça like beaucoup. Alors là, c'était aussi la fatigue informationnelle. C'est une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps, de la Fondation Jean Jaurès, qui dit qu'en fait, le nuage informationnel, c'est toute l'infobésité qu'on a, toute l'information qui est à notre disposition. Et en fait, regardez, ce qu'il dit, c'est qu'il y a à peu près 50% des gens qui sont épuisés et stressés par l'information qu'on leur fournit. Ça veut dire qu'on est quand même dans un contexte particulier. Et qui leur fournit ça? Alors bien sûr, il y a les chaînes de télévision, d'actualité qui vous en mettent tout le temps. Et eux, c'est beaucoup là-dessus. Mais il y a aussi les réseaux sociaux. Tout de suite, en fait, vous êtes quand même, si vous avez les notifications qui reviennent constamment, tout ça. Alors il y en a bien sûr qui adorent ça. Ils sont ni stressés ni épuisés. Mais en tout cas, ça fait partie quand même du paysage. Voilà. Donc on est quand même inondé d'informations qui tuent l'information et qui impactent vraiment notre sociologie en fait. Il y a l'information et le message publicitaire. Il y a une autre stat qui dit qu'on serait exposé à entre 500 et 2000 messages publicitaires quotidiens.
s'en rend pas compte, mais alors après ça dépend qu'est-ce qu'on entend par message publicitaire. Est-ce que cette bâche idée réseau pour faire un peu de pub à mon ami Benoît est justement un message publicitaire? A priori oui. Donc ça c'est un des 500 à 2000 d'exposition quotidienne. Quand j'ai cité mes agences, c'était aussi l'exposition publicitaire, on va pas se mentir non plus. Bon, on s'excuse. Hein. Désolé. Pas de souci. Alors c'était à qui là? C'est à toi? Après si... Sur la question du mal-être numérique, on est dans la continuité. Sur sollicitation des audiences, c'est un peu le risque. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Il y a une lassitude, infobésité, beaucoup de messages publicitaires. Et une question de mal-être numérique dans est-ce que je me sens représenté? On a beaucoup reproché à Instagram ces derniers temps la représentation de la société qui a été faite au travers d'Instagram. C'est ce fameux Instagram versus reality, quoi. Et en fait, on voit donc déjà une vraie lassitude de la part de globalement l'ensemble des générations et en particulier les générations Z. Et cette idée, ces nouvelles fonctionnalités ou ces nouveaux réseaux qui apparaissent, qui ont été bien décortiqués ce matin, donc je ne vais pas forcément trop m'attarder là-dessus. On parle de BeReal, par exemple. Il y a juste un petit truc. Ce matin, vous avez beaucoup parlé d'authenticité. Moi, ce que j'ai envie de ramener là-dedans, c'est aussi la spontanéité. Parce que BeReal, c'est aussi être assez spontané. C'est-à-dire que la notif, quand elle tombe, globalement, j'ai 2 minutes pour faire mon post. Donc, ma créativité, elle est contrainte. Et souvent, quand la créativité est contrainte, c'est là qu'elle est bonne, c'est là qu'elle est juste. Et en fait, ça me rappelle une façon de faire du CM. Désolé, je vais mettre ma casquette un peu de vieux con. Mais une façon de faire du community management qui était au début des réseaux, qui consistait à dire planning éditorial, je ne sais même pas ce que c'est. Moi, j'arrive le matin, la fleur au fusil, j'ouvre mon Facebook, j'ai une idée de post, je le fais dans la foulée. Si besoin, je sors, je fais une photo, je poste ça. Et en fait, ça crée un engagement dingue parce qu'il y avait justement cette spontanéité. Et aujourd'hui, on se retrouve, c'est normal, ça s'est professionnalisé, on l'a organisé, on a mis ça dans des plannings édito et c'est très bien, c'est hyper important. Encore une fois, je disais, répondre à la stratégie touristique, à des stratégies marketing, ça s'organise, etc. Mais là, on a peut-être un retour à la spontanéité. À vous, CM, de réussir à dire comment, dans un truc très organisé, je réussis à amener cette spontanéité. Mais je pense que Julien, tu as 2-3 trucs à raconter sur le sujet. Ouais, je crois que je fais partie des vieux cons. Et, à la base, c'était moi quand même. Je suis plus âgé là-dedans. Donc bon, on ne parlera pas d'âge. Non, mais je suis complètement d'accord. C'est quelque chose que je pensais être vrai depuis le début, sur l'arrivée sur les réseaux sociaux, donc avec au début Facebook et Instagram et TikTok, notamment pour les citer, mais je pense que c'est quelque chose il faut rester spontané, on l'a vu ce matin dans l'atelier, il faut se forcer à sortir. Vous n'arriverez pas à créer de toute façon derrière le bureau, ça ne marchera jamais, donc il faut arriver à se dégager du temps. Je sais que ce n'est pas facile, mais ça fait plus de 10 ans que nous, on est sur de la spontanéité. Le planning éditorial, ça n'a jamais marché et on ne l'a jamais mis en place. Et je crois, d'après les retours, que sur du spontané et de l'instantané, ça marche bien et ça plaît bien aux gens. Ils arrivent à voir tout de suite si un compte Instagram est totalement lissé, propre, trop professionnel ou s'il est spontané, donneur de bons plans, donneur d'infos en live. Tout de suite, ça se ressent. Donc, il faut penser aux gens qu'on a en face. Ouais. C'est ce que tu vas nous montrer après tout à l'heure, en plus, je pense là-dessus. Alors attends, je bascule. On est toujours dans le constat là, d'accord? Donc Ouais, dans la continuité, on parlait de mal-être numérique, représentativité, Instagram, la vie parfaite. La vie parfaite, c'est pas qu'un couple de beaux gosses qui est en vacances dans la plus belle destination du monde. C'est aussi des gens normaux, voilà, qui ont besoin aussi de se sentir représentés. Donc ça, c'est un premier point de départ. Et c'est aussi, là, c'est le sujet du handicap qui est quand même assez intéressant. Aujourd'hui, alors, on a plutôt tendance à être dans une approche, quand on va traiter du sujet du handicap, c'est OK, j'ai mathématiques handicap, donc c'est plutôt une approche plutôt d'intégration, c'est-à-dire je vais venir expliquer que, par exemple, l'aquarium de la Rochelle, il est accessible aux personnes à mobilité réduite. C'est intéressant, ça trouve de l'intérêt. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi cette approche plus inclusive. Et l'inclusion, la différence, c'est que globalement, là, j'ai une personne qui est en fauteuil, mais que ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est la destination touristique. Il se trouve qu'elle est en fauteuil. Voilà.
comme il se trouve que ça aurait pu être une blonde, un brun, peu importe, un grand, un petit. Bon, là, en l'occurrence, elle est en fauteuil. Mais ça participe à cette notion de représentativité. Donc l'idée, et ça, je vais pas mal en parler dans l'aspect responsable, c'est de ne pas forcément créer des marqueurs et de dire ok, ça c'est de la thématique et je vais traiter ce sujet-là dans une approche très focus sur la problématique d'accessibilité, mais plutôt d'être dans cette approche d'inclusivité et de montrer le quotidien. Tous les jours, on croise des gens qui sont en fauteuil et c'est normal aussi qu'ils soient représentés dans nos publications sur les réseaux sociaux. Je suis un peu sur une autoroute de slides, je suis désolé. C'est pas grave parce qu'on y va, on déroule, d'accord. Après, je leur donne la parole quand même, parce que je voudrais qu'ils nous disent comme ça. Vas-y, déroule quand même, il y en a encore quelques-uns, d'accord. On a essayé de nous poser à plat comme ça. Donc, Avec plaisir. En tout cas, pour avoir vos feedbacks sur tout ça. Évolution un peu plus technique des réseaux, avec globalement deux slides dédiés à ça. Une slide avec l'arrivée finalement dans la consommation des réseaux sociaux du search. Donc en fait, aujourd'hui, on a en particulier les nouvelles générations qui aujourd'hui utilisent peu Google Maps. Quand ils recherchent une information, ils vont aller sur TikTok ou ils vont aller sur Instagram. Donc auparavant, on était dans une approche sur les réseaux sociaux où globalement, on venait animer de la communauté sur Instagram ou sur Facebook et puis on créait cette communauté très affinitaire et puis globalement, par le biais des algorithmes, de l'engagement, on allait avoir de la visibilité auprès de cette communauté. Ça existe toujours, mais il y a cette nouvelle tendance qui arrive, ce qui veut dire que créer du contenu à valeur ajoutée, c'est avoir cette réflexion qu'on peut avoir en SEO qui consiste à dire, ok, que vont chercher ces générations-là sur les réseaux sociaux concernant ma destination et quel contenu je peux produire pour répondre à ça. Et donc ça veut dire que ça change un petit peu l'approche de la production des contenus, du community management, où il faudra effectivement intégrer cette question du search dans l'animation de communauté. Enfin, moi je confirme ça avec Nicolas Nguyen, avec qui on faisait un atelier SEO ce matin, où en fait c'est un des points de tendance, d'accord, c'est où les gens viennent chercher sur TikTok de l'information, tout simplement. Donc ça c'était vraiment quelque chose d'assez nouveau dans le paysage, quoi. Allez, on enchaîne encore là-dessus assez rapidement. Autre point qui est dans la continuité de tout ça, c'est que on va dire que en particulier côté Facebook, Instagram, on était très focus sur croissance de communauté, constituer une communauté importante, et plus ma communauté est importante, et plus je vais pouvoir l'animer, toucher du monde, etc. Aujourd'hui, on a des algorithmes qui ont complètement évolué et qui font que, en gros, et c'est le cas de TikTok en particulier, de son algo qui est assez dingue pour ça, dans votre feed pour toi, globalement, vous n'allez pas forcément avoir du contenu de compte que vous suivez, mais plutôt du contenu affinitaire, très orienté sur ce qui vous intéresse, les sujets qui vous intéressent, les affinités que vous pouvez avoir. Donc ça veut dire que c'est aussi une autre façon de faire du CM. C'est plus une façon complètement centrée sur la dimension communauté. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'oublier, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais ça veut dire qu'on doit être beaucoup plus focus sur mon contenu affinitaire. Comment est-ce que je crée un contenu spécifique affinitaire sur un sujet qui va venir toucher pile cette cible, et c'est pas grave si cette cible-là, après, elle suit pas mon compte et je la touche plus. Je prends un exemple, je sais pas moi, vous avez une filière cyclotourisme, vous voulez faire un focus sur du vélo, ça fait partie de votre offre touristique, globalement ça représente peut-être 5 ou 10% de votre stratégie ou de votre offre. A priori, c'est compliqué de l'intégrer dans un quotidien, dans une éditoriale, parce que vous savez que votre communauté, elle adhère pas forcément, etc. Ben là, l'intérêt, c'est que, donc jusqu'à présent, vous alliez chercher plutôt en social ads. Là, l'intérêt, c'est que vous pouvez créer du contenu spécifique pour ça, l'optimiser dans une approche plutôt de search, et là, il va venir ressortir auprès des bonnes audiences. C'est un truc assez intéressant dans l'évolution des réseaux du moment. Ouais, vraiment intéressant l'approche, hein. D'accord. Enfin, le parcours client. Ouais, dernier point sur cette évolution des réseaux. En fait, on a le parcours client un peu. Alors c'est vu par Google et nous on est venu mettre des petits logos de réseaux sociaux par-dessus. Mais globalement, on a une phase d'exposition, exposition donc à une marque, à un message, etc., un sujet. Et puis à un moment, il y a un facteur déclencheur. Tiens, j'ai envie de partir en vacances. Et là, je vais rentrer en phase d'exploration. Donc en phase d'exploration, je vais venir regarder un petit peu quel type de destinations peuvent être adaptées à mes envies, etc. Puis ensuite, une fois que je passe de cette phase d'exploration pour entrer en phase d'évaluation. Donc je vais venir challenger un petit peu ce que j'ai vu en exploration, le passer en évaluation. Puis l'évaluation, elle m'a fait penser à un truc, je repars en exploration. Donc je reste globalement dans ce petit cycle. Et après,
arrive la partie achat, et là je suis dans la partie conversion. Donc ça c'est le parcours client. Jusqu'à présent les réseaux sociaux, j'aurais pu le faire en plusieurs slides pour faire un petit effet d'animation, mais jusqu'à présent les réseaux sociaux, on les utilisait plutôt dans cette approche d'exposition, en se disant les réseaux sociaux c'est du travail de notoriété, c'est du travail de visibilité, je fais tout ce taf, je fais tout ce boulot en amont, et puis après finalement dans la partie exploration, évaluation, c'est plus difficile de trouver ma place. Et finalement avec le développement de ce qu'on disait tout à l'heure, notamment le search, en fait on se rend compte qu'un TikTok, un Instagram, un YouTube bien évidemment, ils ont un poids important dans cette partie exploration. Donc ça veut dire qu'il ne faut plus s'en tenir à simplement dire mais je sais que ce n'est pas ce que vous faites, excusez-moi je vais être caricatural, venez chez nous c'est magnifique, mais bien être dans quelle est la valeur ajoutée, qu'est-ce que j'apporte, notamment dans le cadre de cette phase d'exploration, et comment je crée un contenu très spécifique à cette phase d'exploration et un contenu plutôt spécifique à cette phase d'exposition. Et je pense que si vous croisez ça avec ce qui vous a été raconté ce matin, globalement, vous avez les clés pour véritablement créer un contenu hyper stratégique et hyper performant, parce que ça reste quand même l'objectif. Dernier point sur la phase d'achat. C'est là où probablement la discussion, la partie discussion-interaction, elle est la plus efficace et la plus importante, donc du temps humain, j'en reparlerai tout à l'heure. Et puis les social ads, là pour le coup, sur la partie conversion, c'est probablement là qu'on va le plus retrouver sa place. Ok, à toi Julien, là. Donc toi c'est le constat que tu fais au quotidien un petit peu aussi. Ouais, le constat, il est vite fait. En fin de mois, on me demande toujours des statistiques sur le nombre de visiteurs du site web, tout ça, et j'ai toujours eu une partie avec les différents réseaux sociaux qu'on a, où j'écrivais et j'envoyais le nombre d'abonnés. Et là, en début d'année, ça fait déjà un moment que ça trotte, j'ai décidé de ne plus les envoyer parce qu'en fait, ça stagne, c'est vraiment infime, ça augmente toujours un petit peu, il y a toujours quelques abonnés, il y en a qui se désabonnent, mais et en fait, ça ne bouge pas, quoi. Vous me direz dans les échanges après si pour vous c'est pareil, mais sur hier, même sur des îles à forte notoriété comme Porquerolles, il y a eu un énorme pic en fait, au début des réseaux sociaux, donc on va dire il y a 8 ans, 10 ans, mais là ça stagne, ça ne bouge pas. Donc en fait la course aux chiffres, la course aux abonnés, pour moi ça fait longtemps déjà que c'est pas du tout une priorité, ça l'a jamais été d'ailleurs. Et il y a d'autres nouvelles plateformes comme TikTok. Nous on était un des premiers à être sur TikTok en tant qu'office de tourisme, voire le premier, mais en tout cas parmi la poignée. Il y a peut-être 4 ans, je ne sais plus, ouais, il y a 4 ans, donc avant même qu'on en parle dans des ateliers, tout ça. On m'a pris un peu pour un fou parce que c'était un peu des jeunes qui dansaient encore sur des musiques. Au tout début, il n'y avait pas encore cet aspect viral. Mais tout de suite, il y a eu un pic d'abonnés, de réactions, de partages, de commentaires et de likes. Mais par contre, je vois déjà qu'en 4 ans, la courbe, elle s'est calmée, elle stagne. Et à part faire un énorme buzz, ça ne bougera plus, quoi. Ça, je le sais déjà. Donc, ça stagne. Sauf, si tu peux cliquer sur celle juste après. Alors, je viens de te la mettre là. Tu l'as pas fait. C'est l'engagement là. Voilà. Alors, sauf exception, évidemment. Donc, tout ça pour dire à la question qu'est-ce qu'on fait? On arrête? On fait plus les réseaux sociaux? Non, parce qu'il y a quand même des choses qui marchent et il y a quand même des posts. Et c'est là où c'est la technicité du métier de community manager. Il y a des choses qui marchent. D'où l'intérêt, on l'a vu à l'atelier précédent. En fin de matinée, qu'il y a des choses qui marchent, donc il faut tester des choses, il faut sortir, il faut bouger, il faut tenter, il faut être créatif, c'est pas forcément évident. Je l'ai mis sur la slide d'après. Sur des visites de musées, on va avoir des interactions, ça va marcher, mais là on est sur du Facebook typiquement, et on le voit, sur une communauté de 20 000 abonnés, on a 5 commentaires, 26 partages. Il y a quand même des choses qui marchent toujours, le coucher de soleil, auquel tient Benoît. Le mimosa, nous, ça marche toujours. Et bon, voilà, tout ça pour dire que c'est pas mort. Il faut continuer à faire des choses. On a 101 commentaires, c'est déjà... Même si c'est pas grand-chose sur 20 000 ou 30 000 abonnés, mais il y a des choses qui marchent encore. Sur Instagram, c'est la slide d'après. Globalement, on a Là, j'ai mis un apiculteur. Moi, je trouvais ça génial parce que je suis allé promener... ma fille avant-hier soir et j'ai pris en photo un apiculteur qui était en train de sortir, il y avait les rayons de soleil qui tapaient dans la ruche, tout ça. Je me suis dit bon, ça va être génial, ça marche pas. Sur 10 000 abonnés, 86 likes, j'ai un commentaire, c'est peut-être moi-même qui me met un pouce. Et vas-y, si tu peux juste cliquer. Il y a quand même des choses, on parlait des vidéos, ça c'est une vidéo verticale que j'ai montée sur Première, c'était un beau coucher de soleil avec en plus les flammes en rose. Ça cartonne, c'est bien. On se contente de 80 commentaires il fallait mettre ta fille avec l'apiculteur et là tu aurais cartonné.
Je suis même pas sûr. J'ai l'impression que quand il y a de l'humain, c'est vraiment sur des. Il y a des spots, quoi. Ça va être de la neige qui tombe exceptionnellement. Ça va être un coucher de soleil de dingue, un arc-en-ciel. Mais on le sait, c'est comme ça. Donc à nous de trouver les choses intéressantes là-dessus, quoi. Alors ça, c'est moi qui vais rajouter ça. C'est cette logique un petit peu d'une rupture entre le site web et le social media. Moi, je travaille beaucoup sur le global, souvent sur la refonte des sites web et de ça. Ou même sur de la gestion de projet, de la gestion de réseau, tout ça. Et souvent, j'arrive et puis, il est où le community manager? Non, mais là, c'est pas mon problème. Mon problème, c'est mes communautés. En gros, presque, je suis un peu décalé avec la réalité de ma structure. Hein, et donc, se pose même la question du multicanal. Ça arrive plusieurs fois de dire, mais non, mais moi j'ai mes contraintes de ma communauté, vraiment, mon engagement, comme ça. Et, oui, mais nous, on a d'autres contraintes. Ouais, non, mais c'est pas. Donc en fait, c'est un peu le CM en mode électron libre. Voilà, on a dit, il a tellement de contraintes pour avoir de l'engagement qu'il oublie parfois qu'il est dans sa structure. Donc ça, c'est aussi un constat. Hein, je ne sais pas, justement, on va voir si vous le partagez. Hein. Et puis finalement, là-dedans, c'est les réseaux sociaux conservent une force de frappe unique, hein, à des coûts qui défient toute concurrence. Mais il reste à savoir comment et pourquoi on l'utilise. Donc ça, c'est des vraies questions là-dedans. Et c'est pour ça qu'on a posé la question. Où se situe réellement la valeur ajoutée des médias sociaux dans ce contexte, d'accord? Est-ce qu'on doit arrêter tout ou juste certaines pratiques, les changer? Est-ce qu'on doit mettre des euros dans les couchers de soleil? D'accord, c'est la question. Alors, attention, ça ne veut pas dire sponsoriser, ça veut dire à un moment donné, est-ce qu'un community manager que je paye moi tous les mois, est-ce qu'il faut qu'il me sorte 3 couchers de soleil par mois pour avoir des likes, quoi? Est-ce que ça sert encore à quelque chose? Voilà, donc moi je n'apporte pas de réponse, je me pose la question. En termes d'image, de notoriété, d'information, quels sont les objectifs qu'on doit poser là-dessus. Alors là-dessus, vous en pensez quoi? C'est là que est-ce que ce constat-là qu'on a dressé, ça vous parle ou pas? Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on a complètement oubliées, on est passé à côté? Qui veut prendre la parole? Et voilà, super. Et on attaque le dialogue. Merci. Justement, on était en train d'en parler avec ma collègue. Moi, je travaille pour Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme et je me disais, face à tout ça, c'est quoi l'objectif en fait? Qu'est-ce que, voilà, de se rajouter des fans, des likes, qu'est-ce que ça a apporté concrètement à la destination, à la structure qui communique? Et j'ai suivi il n'y a pas très longtemps une conférence sur peut-on vivre ou survivre en dehors des réseaux sociaux quand on est une entreprise. Et il prenait notamment l'exemple de la marque Lush qui fait des cosmétiques et qui ont décidé il y a 2-3 ans maintenant de quitter complètement les réseaux sociaux, en tout cas par leur marque. Alors ce qui est un peu contradictoire, c'est qu'ils continuent à communiquer via des influenceurs, donc ils utilisent quand même en tout cas toujours les outils des réseaux sociaux, mais en tout cas tout le budget qu'ils engageaient auparavant dans les réseaux sociaux, ils le mettent plutôt sur du branding ou des événements en présentiel dans leur boutique. Et je trouve que sur une conférence, voilà, sur quelle est la valeur ajoutée aujourd'hui des CM, en tout cas moi je me la pose personnellement aussi, parce que je suis dans la com depuis 10 ans maintenant, c'est se dire, tout ce qu'on fait, tous ces contenus, on continue tous, je pense, à publier 3 ou 4 fois par semaine parce qu'on nous dit que c'est ça qu'il faut faire aussi, parce qu'il faut nourrir les algorithmes. Mais est-ce qu'on se pose aussi la réflexion concrètement, qu'est-ce que ça nous apporte? Qu'est-ce que ça apporte à nos partenaires? Est-ce que ça génère des ventes, etc. Alors c'est sûr qu'on est aussi sur la notoriété, mais voilà, moi, en tout cas, je n'ai pas forcément une question, hein, mais c'est une réflexion personnelle, et je sais qu'on est de plus en plus à se la poser, c'est se dire, face à l'infobésité, face à tous les constats qu'on a fait, qu'est-ce qu'on apporte encore via ces réseaux sociaux, et est-ce qu'on ne peut pas aussi mener une réflexion de dire sortons aussi du 100% digital et essayons peut-être d'autres choses, ou en tout cas de vraiment re-questionner pourquoi on communique et pourquoi on fait tout le temps cette fréquence qui nous épuise aussi, hein, et on est les premiers aussi à souffrir d'infobésité. Donc voilà, c'était un peu une réflexion un peu personnelle. Voilà. Hyper intéressant en tout cas, et c'est vrai que c'est obligatoirement une question qu'on se pose un peu tous, et finalement en fait le truc c'est que je trouve que la façon dont tu l'abordes, c'est très centré outils.
Et en fait, si tu le ramènes à ton métier, je pense que tu peux avoir la réponse assez vite. C'est-à-dire, c'est quoi mon métier? À quoi sert ma structure? Et est-ce que ces outils-là sont utiles ou pas? Et ensuite, tu peux te dire, bah non, par rapport à mes missions, mes objectifs de mon métier, ils ne le sont pas, ou oui, ils le sont. Et je crois que les éléments de réponse, ils se trouvent là-dedans, en fait, sur la connexion, à quoi je sers. Mais il ne faut pas le prendre juste par le prisme de l'outil et de se dire bah, à quoi sert cet outil. C'est finalement presque, j'ai envie de dire, à quoi je sers moi. Et est-ce que ces outils-là sont utiles à mon action ou pas? Et pour rebondir sur la marque de cosmétiques que tu citais, je trouve que c'est un exemple qui est hyper intéressant. C'est souvent le cas dans ce genre de situation. C'est une activation, c'est un coût marketing. C'est-à-dire que si tu le cites, c'est parce que justement il y a eu beaucoup de presse autour de ça. Et il y a eu beaucoup de presse parce que ces questions elles sont légitimes et beaucoup de marques, beaucoup de destinations, enfin de marques en particulier, de destinations aussi se les posent. Et donc globalement c'est une activation qui fait que derrière tu as beaucoup de presse derrière, que tu quittes le truc un peu officiellement, mais la réalité c'est que tu mets des budgets d'influence assez forts, donc tu es toujours présent sur les espaces. C'est en fait un coût assez malin, très créatif. Et c'est pas aussi simple que de dire bah, je coupe mes canaux et puis point barre quoi. Mais en tout cas la question elle est intéressante et elle est légitime. D'autres questions, enfin d'autres constats plutôt, des réflexions, ce que vous ressentez vous-même? Non, vous avez bien un avis quand même. La communauté elle a un avis. Ah. Merci. J'avais une question sur les recherches sur TikTok. Il y a une slide qui disait que 40% des jeunes, c'est ça, recherchaient plus sur Google, mais sur TikTok et Instagram. Et autant je vois vraiment l'utilité de ces réseaux sociaux pour s'inspirer et avoir des idées. Donc moi-même, je les utilise pour trouver des idées de restaurants. Mais par contre, je ne vois pas en quoi ça peut remplacer les fonctions de recherche des moteurs comme Google, par exemple. Et vraiment, je me demandais, j'avais pas vraiment compris, on va dire. J'ai un exemple hyper concret là-dessus. J'ai une fille de 3 ans et pour son anniversaire, je lui ai offert un ukulélé. Sauf que souvent, quand on fait des cadeaux aux enfants, on se fait un peu plaisir à soi-même. Et je me suis dit, tiens, je vais me mettre au ukulélé. En gros, j'ai cherché des tutos de ukulélé sur TikTok et j'apprends à jouer du ukulélé grâce à TikTok. Ou alors, j'essaye de plus manger de viande. Du coup, je cherche de la recette de cuisine végétale sur TikTok. Et je trouve énormément de choses et je les enregistre. Et je pense que cette façon-là d'utiliser ce réseau, c'est assez massif en fait. Alors on ne l'utilise pas tous comme ça, mais en tout cas réussir à s'infiltrer là-dedans dans le cadre d'une stratégie social média, je pense que c'est judicieux. Donc tu vas nous jouer du ukulélé, c'est ça? Tu l'as pris avec toi? Non? Petite démonstration. Et ça marche aussi pour le tourisme. Je sais, c'est anecdotique, mais la petite loupe dans TikTok permet maintenant de rechercher par des lieux, et je pense que les jeunes notamment passent par là. Vous tapez Porquerolles et tout de suite ils vont avoir les premières vidéos avec les plus, enfin ça va être tout de suite les pépites de France avec leurs fameuses vidéos, etc. Et ça va être des spots typiques, ça va être la plage Notre-Dame, ça va être les eaux turquoises. Ça c'est ce qui va tomber en premier et c'est ce qu'ils cherchent parce que je vois ma fille, elle veut faire les mêmes photos, les mêmes vidéos que ce qu'elle a vu sur TikTok. Elle a vu les eaux turquoises et la dernière fois je la voyais et j'ai eu la chance d'être sur l'île et il y avait des herbiers de Posidonie, alors c'était joli, moi je sais que c'est super utile, mais pour elle, c'était presque pas beau parce que c'était pas les eaux turquoises. Et elle m'a dit, on pourra aller là où il y a les eaux turquoises? Et je l'ai regardé faire et c'était pour prendre la photo. Et voilà, donc ils cherchent comme ça. Sur Instagram, c'est pareil. Vous tapez, j'ai voyagé il y a 2 ans dans les Pouilles, en Italie, c'est tout en bas, la botte. Vous tapez Pouilles et tout de suite, il y a la carte qui arrive sur Instagram avec les spots les plus Instagrammés, tout ça. Moi, je m'en suis pas servi pour faire ça parce que c'est typiquement ce que je fuis quand je pars en vacances. Mais par contre, j'ai cherché en zoomant sur la carte des zones et j'ai trouvé des petites cascades qui sont pas du tout indiquées dans les guides et tout ça. Donc, je pense qu'ils se servent de. Et c'est là-dessus il faut marquer, il faut faire des stories. Je vois pas assez encore, il me semble, de stories. C'est un peu oublié. On repartage des choses, mais pas assez en tant qu'office du tourisme. Il faut inonder, il faut mettre des belles images. Parce que je pense que c'est vraiment utile à la recherche de l'internaute et il n'y a pas que la photo dans le feed, il y a aussi toutes ces fonctions-là, quoi. Les guides, les recherches par carto, et ils se servent de ça, plus que sur Google Maps, ça c'est clair. Merci.
Je voulais simplement savoir comment vous expliquez justement cette baisse d'engagement sur les comptes Instagram ou autres, notamment, moi je travaille pour l'Office du tourisme du Grand Avignon, et donc du coup plutôt regarder la couverture des posts plutôt que le nombre d'abonnés qui bouge, je suppose. Mais comment vous expliquez cette baisse d'abonnement? Alors, moi, je ne suis pas un expert du truc, mais par contre, j'ai une théorie et j'ai vu l'évolution depuis des années et je pense qu'on est tout simplement énormément sur ces plateformes-là. Et à un moment, la machine, le logiciel dit ceux qui payent, on va les afficher, et puis les autres, on va faire un peu un tri entre les contenus pertinents et tout ça. Donc j'imagine que c'est comme ça. Je l'ai vu vraiment je prends encore l'exemple de TikTok, où au tout début on était très peu nombreux, il n'y avait quasiment pas d'entreprise, il n'y avait même pas de publicité, c'était vraiment de la vidéo spontanée très très courte. Et à partir d'un moment, je l'ai vu baisser l'engagement parce qu'il y avait déjà tout le monde, il y avait ma banque, il y avait Emmanuel Macron, il y avait tout le monde, quoi. Donc je pense qu'à un moment, il y a un filtre qui se fait et je suis déjà en train de chercher d'autres plateformes, d'autres outils parce que c'est super éphémère. Il y a d'autres arguments, mais je pense que... Tu en as peut-être marre aussi de faire des commentaires, Facebook, de faire des... Peut-être que les gens aussi, ils en ont juste ras-le-bol. Il y a une page Facebook surtout. Surtout, il y a une page Facebook, donc au bout d'un moment, il affiche que les meilleures, que celles qui sont intéressantes, et selon lui, je ne dis pas qu'elles ne sont pas intéressantes. Mais... Après, ce que je vois moi aussi, sur une génération comme la mienne, autour de moi, il y avait quand même beaucoup de gens, et il y en a plus un, là. Ils s'emmerdent, hein, les Facebook, Instagram, ça, on n'avait plus envie d'y aller. On y va professionnellement, en fait, on est obligé d'y aller. Mais par contre, la création de valeur ajoutée en termes de contenu, moi déjà c'est clair, j'ai beaucoup de mal, je le fais, je me force pour le boulot, mais franchement, pareil autour de moi, quoi. C'est-à-dire que toute une génération, quand même, je pense sur les... moi j'ai plus de 50 ans, là, il faut vraiment on trouve un intérêt, voilà, il faut qu'il y ait vraiment un intérêt important. Mais je rebondis sur les Reels, là, en tout cas, moi je fais de la grimpe, par contre c'est clair que hop, je me fais une petite vidéo de grimpe, hop, il m'en met une deuxième, il m'en met une troisième, ça sur le côté, ça marche. Moi j'adore, quand je me repose là, je regarde ça. Donc en fait, il y a une autre façon de consommer. Peut-être qu'on est dans cette logique-là. Mais par contre, on s'ennuie un peu. Est-ce que c'est là que ça crée de la valeur pour moi en tant qu'individu? C'est peut-être là qu'il faut qu'on se pose des vraies questions. Voilà. Juste pour répondre sur la question de l'engagement, la difficulté aussi, en particulier pour les destinations, à se réinventer, c'est hyper compliqué quand on anime une communauté. D'une année sur l'autre, j'ai un peu les mêmes choses qui reviennent, j'ai un peu mes mêmes événements, j'ai un peu mes mêmes sujets, j'ai mes marronniers, etc. Donc c'est un peu dur, hein, on rentre un peu dans une routine. Si on ajoute à ça un peu de manque de temps, sans temps, je ne peux pas avoir de la créativité. Parfois peut-être un peu de déconsidération aussi pour le sujet en interne. Voilà, c'est ce qui fait qu'au fil de l'eau, j'ai peut-être moins de qualité. Donc je pense que par la créativité, on doit pouvoir réussir à se réinventer. Ça va pas... Et après, il faut accepter aussi de ne pas avoir des engagements de fou sur l'ensemble des postes et toujours se dire, justement, on en revient à la valeur ajoutée de à quoi je sers, quelle est ma mission. Si ma mission, c'est de faire un focus sur un événement culturel où je sais que globalement, il va faire un flop d'un point de vue engagement, à la limite, c'est pas grave. Mon job, c'est de faire ce focus là-dessus. Je vais essayer de réfléchir mon contenu, je vais essayer de me mettre dans un parcours client, etc. Il fait 10 fois moins d'engagement qu'un autre poste. C'est pas grave, c'est pas dramatique. Si vous baissez un peu dans un classement, c'est pas la fin du monde. Moi, je vous propose justement d'enchaîner. C'est-à-dire qu'on s'est posé la question, et vous, comment vous le voyez, quoi. D'accord. Donc, le point de vue de Sébastien. Si tu peux nous développer un petit peu ton point de vue par rapport à ce constat, comment agir en conséquence? Tu veux que je vais te laisser la zapette? Non, oui, si tu veux. Je vais essayer de faire vite parce qu'en fait le temps file. Le temps passe, mais c'est pas grave. On prendra 10 minutes de plus. J'ai pris 5 minutes au départ, on rajoute 5 minutes, ça fait 10 minutes. Je vais essayer de faire au plus vite, mais il y a un peu d'infos à partager. Delphine vous en a parlé ce matin, on a mené une étude auprès des communicants français, des OGD, donc 120 personnes ont répondu, on les remercie, on a probablement dans la salle, donc notamment autour du tourisme responsable et des réseaux sociaux. Voilà, la place du tourisme responsable dans les réseaux sociaux. Donc 2 questions, la première qui est le graphique à droite, c'est quelle est la place en fait du tourisme responsable dans votre stratégie touristique, donc hors social media? Et là, on voit qu'on a plus de la moitié, c'est une place transversale, c'est-à-dire que globalement, c'est un sujet qui vient infuser sur l'ensemble de la stratégie, et on a 27% qui considèrent que c'est un axe parmi d'autres, et ensuite on a un petit peu moins de 20% ont cumulé où c'est anecdotique ou absent. Donc ça veut dire que globalement, déjà d'un point de vue marketing, stratégie touristique, pas forcément que marketing, mais stratégie touristique,
on a une part importante du durable. Et ensuite, on a sondé effectivement les CM pour leur poser la question, et vous, dans votre stratégie social média, c'est quoi la place du tourisme responsable? Et là, on est quasiment à 80% des destinations touristiques françaises qui abordent ces sujets-là sur les réseaux sociaux avec une progression assez importante. Donc ça veut dire que le sujet est là, soit par intérêt, soit par contrainte, soit par opportunité. Et effectivement, chacun y voit des intérêts divers et variés. Nous, on pense que ces sujets-là, ils sont extrêmement importants parce qu'on ne va pas refaire toute l'histoire du dérèglement climatique, du besoin de réinventer notre industrie, comme du besoin de réinventer l'ensemble finalement notre mode de vie et des industries, et qu'on peut faire évoluer les choses. Et nous, on pense que justement, dans la valeur ajoutée, dans ces millions de personnes qu'on touche chaque mois, ou chaque année plutôt sur les réseaux sociaux, l'utilité, elle peut être aussi à avoir de l'influence sur les clientèles, dans leur comportement, dans de la sensibilisation, pourquoi pas, dans la valorisation d'acteurs engagés, et aussi effectivement de venir inciter les acteurs du tourisme qui ne sont pas forcément dans cette démarche-là à se dire c'est peut-être un peu le sens de l'histoire, je vois que ceux qui sont valorisés c'est plutôt mes concurrents parce qu'eux ils sont plutôt partis sur ces axes-là, sur ces engagements-là, et donc j'ai peut-être intérêt aussi à y aller. Donc on croit en cette idée d'un cercle vertueux avec cette communication autour du tourisme responsable sur les réseaux sociaux, à la fois donc sur les clientèles et sur l'offre. Cette idée aussi d'être finalement moins dans la communication, plus dans l'information. Et ça, je pense que c'est un sujet clé. L'animation pour animer, pour nourrir la bête, pour entretenir un algorithme, effectivement, la valeur ajoutée, elle est nulle. Vraiment, je rejoins ce qui a été dit précédemment. La question, c'est qu'est-ce que j'apporte comme information? Quelle information à valeur ajoutée je peux venir apporter selon mes cibles, selon mes sujets, selon mon offre touristique. Et là, je vous ai mis l'exemple d'un carrousel Insta qui a performé vraiment, qui a cartonné qui a vraiment bien marché en tout cas sur le compte. Et globalement, on est sur un poste où on mixe à la fois, on essaye de faire plutôt du beau, mais on essaye aussi de faire à la fois de l'info à valeur ajoutée, le petit topo de ma rando, etc. Un peu de sensibilisation à la faune locale, et puis le petit tips à la fin qui dit avant de partir, pensez à sauvegarder cet itinéraire avec la petite étiquette, qui fait qu'on va avoir un engagement hyper valorisé par l'algorithme sur Insta, qui fait que ça va venir booster derrière le post. Donc là, on a une optimisation technique, on a de la sensibilisation, on a du tourisme responsable, on a du visuel de qualité. Pour moi, là, on a une publication qui est porteuse de sens et qui véritablement répond aussi à la stratégie de la destination. Donc moins de com, plus d'infos, je pense que c'est une des clés. Et en plus de ça, bien évidemment, on peut tout à fait pourquoi pas le sponsoriser si c'est pertinent. Il y a un vrai sujet avec la question des moyens humains, et je ne vais pas vous l'apprendre à vous, trop déconsidérer le social media, peut-être parce que, et encore une fois, je rejoins ce qui a été dit précédemment, peut-être parce qu'on n'a pas su donner assez de valeur à ce qu'il apporte réellement au territoire, aux stratégies touristiques et au marketing. Peut-être qu'on a trop regardé les questions de croissance de communauté, de gros chiffres, etc. et que la question du sens, on l'a un peu trop laissé de côté. Donc, c'est un sujet qui est parfois un peu mis de côté, un peu délaissé. Alors là, on voit clairement, quand on a des CM qui ont du temps pour faire de la modo, voilà où on peut arriver. On a un échange entre une page officielle et une personne qui rebondit sur un post et qui demande effectivement, si un parking, ça parlait d'une rando. Et là, on donne effectivement le point de départ. On dit en plus de ça qu'il y a un parking gratuit, mais que pourquoi pas, pour réduire son empreinte carbone, on peut pourquoi pas emprunter le bus. Il y a un petit échange avec un peu d'humour qui s'instaure, mais la finalité, c'est que la personne a dit « Ok, cool, je vais y aller en bus ». Et ça, c'est intéressant parce qu'on est à la fois dans de l'information touristique et on est à la fois dans de la sensibilisation à comment je peux réduire aussi mon impact dans le cadre de mon séjour. Mais pour ça, il faut avoir du temps et on sait que ce n'est pas souvent le cas malheureusement dans le social media, dans le community management en particulier. Ouais, est-ce que ça, c'est le community manager obligatoirement ou ça peut être aussi le conseiller en séjour qui vient apporter justement son expertise? D'accord. Alors, l'intégration effectivement des conseillers en séjour dans la stratégie social media, c'est vrai que c'est quelque chose que la plupart des OGD essayent et des OT en particulier essayent d'intégrer. Il y a toujours cette difficulté de conseiller en séjour, sa sensibilité au social media, la compréhension des outils, etc. Bon, je pense que ça, en vrai, aujourd'hui, c'est un faux sujet. Après, il y a peut-être cette petite chasse gardée de dire le CM, ouh là là là, si je file mon compte Instagram
à je ne sais qui de l'accueil, je sens que ça va être n'importe quoi. Donc parfois, je préfère le faire moi-même ou ne pas le faire. Donc voilà, c'est sûr qu'il faut réussir à instaurer plus de collaboration, de travail d'équipe là-dessus. Mais en tout cas, il y a un sujet vraiment intéressant. Je vais faire très rapide sur ça. C'était juste un petit case study, mais on en a déjà pas mal parlé, donc vous pourrez le retrouver. Et puis si vous êtes intéressé, on pourra en discuter sur la DT64, où clairement, depuis plusieurs années, on a vraiment fait switcher la ligne édito très orientée slow tourisme. Sites sensibles, tous les sites majeurs du territoire, on n'en parle plus. On essaye de faire des ciblages qui prennent en compte l'impact CO2 du voyageur. Donc quand on va venir cibler nos clientèles, on va essayer de cibler des clientèles qui peuvent venir en train. Ça ne veut pas dire qu'on interdit les gens de venir en avion sur le territoire, ce n'est pas le sujet. Le but, c'est plutôt de se dire comment est-ce que je peux favoriser des clientèles qui sont peut-être un peu moins impactantes. Et puis un truc assez intéressant notamment d'un point de vue économie locale, c'est une collaboration étroite avec l'observatoire touristique de la structure, donc entre l'équipe community management et l'observatoire touristique, pour très concrètement comprendre à quel endroit du territoire j'ai des résas qui sont plutôt plus basses par rapport à l'année dernière, à quel endroit du territoire j'ai des enjeux importants d'un point de vue économique au niveau de la saison, et du coup de créer de la campagne et de nourrir un planning édito sur cette base-là. Là, je pense qu'on est dans la valeur ajoutée véritablement de ce que j'apporte au territoire. Parce que tu t'imprègnes en fait de la stratégie du territoire. Ce que tu dis là, c'est remettre du sens et puis c'est de repositionner aussi le CM au cœur de la stratégie touristique de la destination. Oui. Et c'est là où des fois on a l'impression, ce que je mettais un peu au départ, où on sent qu'il est un peu électron libre, il est un peu sorti parce qu'il a ses contraintes techniques en fait. Hein, et malgré ces contraintes techniques, c'est comment l'expertise technique que vous avez dans la publication sur les réseaux sociaux, vous le mettez non pas sur la performance générique, mais plutôt de la performance marketing touristique. On est d'accord? C'est à peu près cette approche-là? Absolument. J'essaye d'enchaîner vite pour vraiment laisser du temps à la suite. Dans les objectifs qu'on peut se fixer, il y a effectivement travailler les imaginaires. On sait qu'on a besoin de faire évoluer notre industrie, le tourisme et l'expérience touristique, etc. On a un super beau exemple avec le compte effectivement Voyage en Occitanie, donc du CRT avec toute la campagne sur l'Occitanie Rail Tour qui est vraiment intéressante, où on montre que c'est faisable. On montre que c'est faisable de partir en train, d'aller à la montagne en train. C'est une autre campagne qu'on a apportée de notre côté avec une agence qui s'appelle Pyrénéance et une asso qui s'appelle Protector Winters, aussi autour de ce sujet. Et après, influencer aussi les comportements. Alors, je parlerai demain, là je ne vais pas m'attarder sur... demain, je participe à un atelier sur communiquer sur son empreinte carbone. Et il y a tout un dispositif qui est développé actuellement au niveau du CRT Nouvelle-Aquitaine. Si le sujet vous intéresse, c'est assez puissant ce qui est en train d'être développé. J'en parlerai demain dans le cadre d'un atelier. Et puis là, de la sensibilisation en rando, par exemple, avec du reel qui va venir expliquer si je me balade avec mon chien, que je m'approche d'un troupeau, comment je dois me comporter, etc. Mais dans un contenu léché, dans un contenu qui est fait pour performer aussi sur les réseaux. Donc ce que tu nous montres là, c'est vraiment aussi l'influence, quoi. C'est-à-dire de dire un community manager d'influence. D'accord. Et toi, ton point de vue, c'est aussi de s'en servir beaucoup dans les contraintes qu'on a aujourd'hui d'un point de vue des règlements climatiques et que ça peut avoir un impact très fort et que c'est ce moment-là qu'il faut investir. En tout cas, c'est ton point de vue là-dessus. On est pas mal à le partager, mais en tout cas, on ne dit pas que c'est la vérité, c'est-à-dire que c'est une opportunité plutôt. Julien, toi, ta façon de voir les choses. Je rejoins complètement le truc. Je reviens juste sur la discussion là où on incitait les gens à venir en bus dans les calanques. Il y a Laurie et Marion qui sont avec moi, qui gèrent aussi les réseaux sociaux, parce que vu que je suis couteau suisse, je ne peux plus trop passer mon temps là-dessus. Mais ça remet la place du réseau social au milieu de tout ça, et c'est super bien parce que ça permet de faire une jonction. Là, Laurie a fait pareil une page sur le web où on explique comment on peut aller sur cette fameuse île de Porquerolles qui est saturée du 14 juillet au 20 août. On les invite à venir en bus, mais c'est là où sur TikTok, sur Instagram, on doit faire, et elle doit le faire, une vidéo in situ qui montre ça. Et là, du coup, il y a un réel retour et il y a un réel intérêt pour revenir au sujet de départ. C'est vraiment ça, quoi. Le truc, il est là, il n'est plus au nombre de likes du coucher de soleil, il n'est plus au nombre d'abonnés. Je voudrais qu'on arrête ça, quoi, que les directions et tout ça ne focalisent plus sur ces chiffres-là, mais vraiment sur ce travail. Ça, c'est le compte de l'île de Porquerolles. Ça fait déjà plus de 3 ans que j'ai décidé de ne plus mettre ces fameuses plages turquoises pour lesquelles l'essentiel des gens, je les comprends, c'est magnifique, mais on veut montrer autre chose, on veut montrer du vélo en hiver, on veut montrer des promenades en bateau où on voit la côte qui est super sauvage de l'autre côté de l'île que personne ne voit jamais, où il n'y a strictement personne. Et ça, c'est déjà un parti pris qu'on a depuis 3 ans. Donc ça, je ne le mets plus.
Par contre, on arrive quand même à mettre des choses sur le tri, sur l'île. Voilà, c'est pas fun. Je dois avoir 20 likes là-dessus. Malheureusement, ça ne plaît pas. Il n'y a pas forcément de réaction. Mais par contre, les gens le voient et mon compte s'est déjà transformé. Je pourrais avoir beaucoup plus d'abonnés que ça. Il y a d'autres comptes qui le font de toute façon sur Instagram. Donc ça ne sert à rien de lutter contre ça. Mais nous, on a déjà pris le parti. Les calanques l'ont fait. Vous l'avez sûrement vu de manière encore plus incisive pour carrément faire du démarketing. Ouais, du démarketing, c'est ça, chercher le mot. Et donc, c'est vraiment des choses qu'on peut faire et ça transforme ces nouveaux métiers et c'est super intéressant, quoi, je trouve. Ça, c'est pour toi. Je t'en prie. Je ne vais pas trop revenir sur cette slide parce que Delphine en a pas mal parlé ce matin. Donc, c'est toujours issu de l'enquête que vous pouvez trouver en ligne, tourisme responsable et réseaux sociaux, sur un peu les différentes thématiques, sujets, items de tourisme responsable avec lesquels vous êtes à l'aise et avec lesquels vous êtes moins à l'aise. En fait, on se rend compte que quand on sonde les destinations touristiques, ce qui est plutôt abordé sur les réseaux sociaux, c'est plutôt ce qui est de l'ordre de la protection de l'environnement et que d'autres sujets tels que l'accessibilité qu'on a pu évoquer tout à l'heure, l'accessibilité sociale par exemple, ou l'accessibilité handicap, les questions de santé-sécurité ou d'inclusivité, c'est des choses qui sont finalement aujourd'hui peu abordées et je pense que c'est quand même intéressant d'y aller aussi parce qu'il faut réussir à faire avancer aussi ces sujets-là. Et slide un peu plus spécifique, les actions spécifiques effectivement que vous faites sur ce sujet. Donc de la sensibilisation des clientèles, ça c'est quelque chose qui est beaucoup revenu. Donc dans le cadre de mon CM, je sensibilise les clientèles sur ces différents sujets. Je valorise des acteurs engagés, c'est un truc qui revient aussi régulièrement. Je mets en avant des éco-gestes, donc des petits tips dans mon quotidien de community management. Ça, globalement, c'est à peu près du même niveau. C'est ce qui revient le plus. Par contre, ce qu'on voit quasiment pas, ou très peu, on va dire, beaucoup moins en tout cas, c'est la production de contenu spécifique. Et on sait, sans contenu sur les réseaux, c'est très compliqué. Donc il va falloir absolument intégrer ces questions d'engagement. S'il y a un engagement du territoire, ça c'est la règle de départ. Engagement du territoire avec une vraie stratégie RSE, de tourisme responsable, etc. Que ces engagements-là, ils infusent la stratégie marketing, il y a un moment pour en parler sur les réseaux. Donc ça c'est deux points. Sans ces 2 points-là, ça ne sert à rien d'aller sur la suite. Et le troisième point, c'est la production du contenu en conséquence pour venir porter ces messages-là, donc à intégrer dans les commandes ou dans la production. Et enfin, des campagnes spécifiques. Aujourd'hui, avec du méta, par exemple, on sait faire un ciblage géographique de gens qui sont en situation de séjour. Et on sait que, d'un point de vue déclaratif, ce que disent les Français, c'est que le moment où ils sont prêts à faire un petit effort dans leur séjour, c'est probablement quand ils sont sur place. C'est là qu'ils sont prêts à faire switcher un petit peu leur comportement et leurs habitudes. Si on a besoin de faire passer un message un peu spécifique par rapport à une problématique du territoire, ça peut être utilisé aussi dans ce sens. Là, il y a de la valeur ajoutée à faire des ads. Et là, je vais vite filer sur cette slide parce que là, pour le coup, j'en parle dans un atelier demain qui est vraiment dédié à la question de la gestion de crise. Premier point qui me paraît absolument indispensable, j'ai mis volontairement le petit badge bleu parce qu'aujourd'hui on trouve des petits badges bleus, en particulier sur Twitter, sur des comptes qui bien évidemment n'ont rien d'officiel parce que tout ça a été complètement bouleversé par les dernières décisions d'Elon Musk. En tout cas, s'imposer comme une source d'information officielle et crédible, je pense que ça c'est un point de départ absolument indispensable. Si vous n'avez pas de la crédibilité dans votre propos derrière en situation de crise, vous n'aurez aucune efficacité de vos messages. Ça c'est le premier point. Identifier et lister des ressources d'information fiables sur le sujet, je pense que ça aussi c'est un point qui est super important. Je parlerai demain notamment des situations, des incendies qu'on a vécu dans le sud-ouest, dans les Landes, en Gironde en particulier. Comment effectivement s'assurer d'avoir une information adaptée pour gérer cette situation au quotidien. Et enfin, partager des éléments de langage parce qu'on peut effectivement anticiper certaines crises et on peut probablement anticiper, éteindre le feu, sans mauvais jeu de mots, assez tôt. Et voilà, j'aurai l'occasion de détailler tout ça demain dans l'atelier dédié à la communication de crise. Allez. Juju, il faut que tu fasses vite, parce que moi, on a fait une promesse quand même, c'était donner de la parole à la salle, et il faut qu'on... Allez, déjà, je me disais qu'il fallait que je change de photo, c'est pas très sérieux. Je vais très très vite parce qu'on a abordé. Ça c'est quoi? Ça c'est mon compte Instagram. Oui, tout ça pour dire que c'est quand même pas forcément facile quand on est institution d'aller montrer ces choses-là, les éco-gestes, d'aller titiller un peu le visiteur pour lui dire attention, tu peux pas jeter tes déchets sur la plage, tout ça. C'est quand même très compliqué. Et dès qu'on aborde des sujets un petit peu sensibles, on sait que ça va être très compliqué de modérer ça, même de publier des choses comme ça. Alors, je pense que c'est un constat
que tout le monde fait. Ça, c'est mon compte Instagram perso. Où j'ai créé ça en fait en dehors de mon compte Insta pour l'office de tourisme. J'ai commencé à mettre des photos, tout ça pour mettre des contenus d'autres communes, d'autres pendant les vacances, tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte qu'à part des choses comme des vidéos sur les dauphins, tout ça, il y avait un peu le même constat, c'est que hormis quelques posts qui pouvaient cartonner comme ce bateau de pirate là que j'ai croisé en allant sur Porquerolles, ça me permettait de fil en aiguille, j'ai vu la communauté monter en fait, et c'est Benoît qui appelle ça comme ça, c'est du micro-influenceur local en fait. Et malgré moi, en fait, je me suis retrouvé à faire des posts qui réagissaient beaucoup mieux que sur des comptes Instagram d'office de tourisme, où là je faisais un focus sur ce monsieur qui ramasse tous les matins les déchets qui sont laissés par des gens tous les soirs, et, juste à côté des poubelles dans ma ville, juste devant les fenêtres de mon bureau. Et donc j'ai fait un focus et ça a cartonné, il y a eu pas mal de réactions. C'est des choses que c'est très compliqué à faire en tant qu'office de tourisme, parce qu'on met en avant un restaurant, et c'est toujours... c'est l'essentiel des demandes. Où est-ce que vous mangez bien? Qu'est-ce que vous conseillez comme restaurant? Mais en fait, je le vois jamais ça sur des Instagram d'office de tourisme ou des pages Facebook. Et ce compte-là, en fait, de fil en aiguille, m'a permis de les mettre en avant. C'était involontaire, c'est juste là où je mangeais. Mais j'ai beaucoup de messages privés. Ah ouais, et je suis presque devenu un mini guide du retard. Et là, c'était une réaction à ce restaurant qui vient de fermer cet été. Donc tout de suite, il y a un engagement. Et en fait, l'engagement, il est là. Alors, est-ce que la solution, c'est de créer d'autres comptes, de faire des sous-comptes thématiques sur l'environnement, sur les bons plans, sur les loisirs à réserver, sur toutes les choses sur lesquelles on pourrait avoir des réductions? C'est peut-être ça la solution. Peut-être que le métier est en train de se transformer. On sait que sur une page d'office de tourisme, on ne pourra pas mettre en avant ce restaurant, on ne pourra pas faire un focus sur cet employé de mairie qui fait des choses remarquables. Mais ça ouvre peut-être des portes à... Il y en a qui l'ont fait et qui se sont fait virer aussi. Enfin, moi, j'en ai connu, d'accord, sur des territoires qui, en prenant des positions, finalement, créent de la valeur pour une communauté. Par contre, est-ce que la destination a envie qu'il y ait une prise de position comme ça? Mais en tout cas, ça interroge. Et moi, je pense que c'est vraiment intéressant, ça. Le côté, justement, micro-influenceur. Vas-y, continue. Et c'est super intéressant. J'arrive à faire des liens. C'est des choses que je ne peux pas du tout faire sur une page d'office de tourisme. J'étais à Géant Casino, je trouve ça, des huîtres de Bretagne congelées. Donc, évidemment, je le poste sur mon compte personnel, qui est ouvert. Mais il y a plein de réactions. Et moi, après, derrière, ça me permet de faire un post sur le compte officiel, par contre, parce que je me rends compte qu'il y a une vraie attente. Enfin, les gens, ils ne comprennent pas ce que c'est. Et du coup, il y a une dame qui vient tous les samedis matins vendre des huîtres fraîches sur le marché. Et là, ça me donne des pistes, en fait. Ça me permet d'ouvrir sur des nouveaux contenus. Ça me permet de faire des choses. Là, j'ai fait tous les jours des posts sur Toulon, sur mon compte perso, parce qu'il y a une journaliste de RMC qui avait fait un reportage un dimanche soir où tout était fermé, il pleuvait, et elle avait décidé que c'était une ville moche. Donc, bien sûr, moi, derrière, ça me permet de tartiner, de mettre des photos, tout ça. Et en fait, ça a fait d'un bad buzz au départ, de Toulon, ville moche, ça a permis de faire un super buzz, parce que tout le monde s'est mis à partager des photos de sa ville sous un grand soleil et tout ça. Donc ça a plu. Donc ça me permet de faire des choses qu'un site institutionnel ne peut pas mettre une bouteille d'un domaine, ne peut pas râler parce que la piste cyclable est fermée. Évidemment, le surtourisme, ça, on ne peut pas le faire sur le truc. C'est complètement involontaire, mais en tout cas, c'est ce qui marche, et il y a plus de réactions, il y a plus d'engagement sur ce genre de compte-là. Alors... comment on fait? En fait, il y a un artisan CM, toi. D'accord, il y a l'industrie CM, l'artisan CM. Toi, tu es un peu l'artisan CM. C'est ça, ce côté vraiment. Peut-être que les gens cherchent de l'artisanat. Et voilà, le retour, la proximité, tout ça, on revient à ça. Juste Benoît, excuse-moi, je veux juste rebondir. Moi, je crois pas que l'office ou la destination, elle peut pas. Il y a un moment, par exemple, sur votre site web, vous allez plutôt vouloir valoriser les acteurs les plus qualitatifs, finalement, ceux qui ont une offre de qualité. Quand vous valorisez votre territoire, vous voulez montrer ce que vous avez de mieux, vous savez que l'expérience va être bonne. Donc je crois qu'il faut réussir à se détacher de ce truc-là. Oui, c'est sûr, la contrainte, c'est qu'on sait que le téléphone va sonner. Pourquoi lui et pas moi? Si en amont, il y a un référentiel qui a été posé, et que ce référentiel, il s'appuie sur des engagements autour de la durabilité, par exemple, ou des engagements autour de la qualité, si ce référentiel il est clair, il est partagé avec les adhérents de la structure, il y a un moment, ce coup de fil, s'il arrive, vous sortez votre référentiel.
Et donc ça veut dire que je pense que si, alors ça veut dire que bien évidemment c'est pas vous CM qui avez les clés de ça. Vous pouvez peut-être le suggérer à votre direction, mais en tout cas c'est quelque chose qui est faisable. Et je crois que c'est même quelque chose qu'il faut faire parce que sinon on se contraint, on fait du CM où on peut pas prendre des risques, on peut pas sortir du cadre et du coup ça vivote et ça fonctionne moins bien. Ce que tu es en train de dire, c'est qu'on peut mettre une ligne éditoriale et oser aussi derrière la mettre en scène. Je pense qu'il faut. Ouais. Ok. Tu permets, je donne un peu, on vous a fait une promesse, donc là c'est vrai qu'on a beaucoup parlé. Est-ce que par rapport à ce constat, alors c'est des points de vue, d'accord, c'est pas la vérité absolue, vous avez envie de réagir par rapport à ça? Allez hop. Bonjour, je travaille pour la marque de destination Berry Provence et l'office de tourisme de Bourges, donc la marque Bourges Berry Tourisme. Et nous, c'est un parti pris qu'on a fait déjà depuis un moment, ce fameux sujet de mettre en avant les acteurs locaux. Donc effectivement, le téléphone sonne, beaucoup. Et on a réussi à lier l'adhésion de l'office de tourisme en fait, à un pack de qualité, notamment sur tous les restaurants, les bars à vin, etc., qui favorisent le circuit court. On est dans une démarche aussi où on déplace nos équipes, donc on a un photographe interne qui prend les photos, donc on ne fait pas de la récupération de photos, donc on a des vrais contenus qui sont assez qualitatifs et on a un très fort taux d'engagement sur ces publications-là et ça rejoint un petit peu le sujet sur le fait de pourquoi on est CM, pourquoi on doit partager que des couchers de soleil, pourquoi on ne doit pas montrer l'échafaudage sur une cathédrale, même si elle est classée, etc. Et on s'est rendu compte qu'avec des postes un petit peu plus à haut level d'engagement, on peut aussi servir la portée naturelle du prochain poste qui est du coup pour un partenaire local, on va dire. Et c'est un parti pris qui est fait déjà depuis un moment et qui chez nous fonctionne beaucoup. Alors, on est en plein centre de la France, donc évidemment on s'inscrit évidemment dans le tourisme durable, etc., puisqu'on n'a pas le choix en fait. Donc c'est pas trop des sujets qui nous intéressent. On n'a pas des territoires qui sont surabondés, mais on assume totalement ce côté où on a encore des zones blanches sur le territoire, où on a encore des maisons dans lesquelles on met pas de clim parce que les murs sont épais, et les gens aiment cette sincérité-là, en tout cas sur les comptes. Donc le compte flop au début, quand on part sur un nouvel axe stratégique comme ça, il flop et ensuite il remonte. Donc ça fait la courbe un petit peu, on la voit bien, mais voilà, en tout cas, je voulais partager cette information-là. Bravo. Merci, et c'est super. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages? Vous pouvez applaudir, hein. Là-bas. Bonjour, nous c'est l'office de tourisme du pays de Manosque, avec plusieurs territoires, on va dire, la Durance, le Luberon et le Verdon. Et c'est vrai que alors, nous, pour l'instant, on remplace un community manager, donc c'est pas vraiment notre métier, mais on le fait comme ça. Et je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez, Julien, parce que quand je voyais votre compte personnel, je me disais, mais c'est quoi j'avais envie de vous demander quel est votre compte. Et quand j'ai vu que c'était détendu de la claquette, je vous suis en fait. Et je trouve ça génial, ce compte. Et moi, j'ai créé un compte aussi comme ça, qui s'appelle Les Filles du Verdon. Et du coup, voilà, aussi, pareil, sur Les Filles du Verdon, on met ceux qu'on aime dans le Verdon et pas que sur notre territoire. Et c'est vrai que ce qui est vachement bien, c'est que c'est beaucoup plus authentique que ce qu'on peut faire sur un office de tourisme et beaucoup plus vrai parce que c'est vraiment ce qu'on aime, nous, qu'on met. Voilà. Merci, en tout cas, c'est peut-être d'autres pistes. Alors, au début, le compte s'appelait J'habite où tu pars en vacances. Alors, après, il y a quelqu'un qui... Ben voilà. Mais en tout cas, la marque Play, ça veut dire qu'on peut créer peut-être des micro-comptes, peut-être sur un ton un peu plus léger, humoristique. Et la pizza, moi j'en ai à peu près 80 pizzerias sur la ville. Ben pourquoi pas, on peut toutes les mettre. Il y a des choses à faire si on rajoute avec toutes les thématiques qu'on a vues sur l'environnement et l'éco-responsabilité. Je pense que le métier a encore de belles heures devant eux. Donc fermons pas tout de suite nos comptes. Moi, j'aurais une question concernant notre compte Instagram. Donc, pour rappel, je travaille pour l'Office de tourisme du Grand Avignon. Et avant mon arrivée, il avait été décidé de partager notre compte avec l'agglomération. Donc, notre compte, c'est le Grand Avignon et non pas l'Office du Grand Avignon.
Et donc, l'agglo, de temps en temps, poste des posts plutôt institutionnels. Et la raison pour laquelle cette décision avait été prise, c'était pour bénéficier de l'audience de l'agglo. Ma question est, pensez-vous que c'est judicieux in fine? Alors, répondre oui ou non à cette question. Donc tu prends position, vas-y Sébastien. Comme ça. Non, mais bien évidemment, je ne peux pas répondre comme ça, et avec plaisir pour en discuter un peu plus en détail, parce qu'il faut un peu de contexte, bien évidemment. Peut-être qu'une des solutions aujourd'hui, c'est ce qu'évoquait ce matin Delphine, les postes en collaboration, qui peut finalement... Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a 2 lignes édito qui n'ont pas les mêmes objectifs, 2 structures qui n'ont pas les mêmes objectifs, un compte commun, du coup, c'est... peut-être que cette communauté se perd un petit peu. Donc voilà, ça nécessiterait de regarder ça un peu plus dans le détail. Mais voilà. Il faut analyser le contexte. Oui, c'est des cas qu'on voit assez régulièrement. En fait, on voit tout type de cas, notamment aussi les questions de fusion d'office. Voilà, fusion d'office, ok, voilà, qu'est-ce qu'on fait des comptes? Est-ce que chacun garde son compte? Oui, mais moi, tu comprends, c'est important, mes 1300 followers sur Facebook, s'ils leur parlent pas du marché du samedi, ça marchera. Donc oui, c'est du cas par cas, effectivement, et puis après, il faut essayer de comprendre voilà, les enjeux stratégiques. Bonjour, donc on reste dans le Vaucluse, moi je représente Histoire Tourisme. J'avais une question parce qu'on a de plus en plus de cibles, notamment on est aussi office de territoire, et donc je voulais savoir s'il était judicieux de créer plusieurs comptes par réseau ou s'il fallait cibler en fonction des réseaux. On est dans la stratégie, là, on y est bien dedans, c'est intéressant. Donc oui, la question peut se poser. Il y a plusieurs leviers. Soit je crée des communautés par cible, soit je crée des contenus affinitaires sur certaines cibles qui sont peut-être pas qui sont des cibles secondaires, contenus affinitaires qui, grâce à l'algorithme, va réussir à exister, et peut-être aussi une approche de paid. C'est à ce moment-là, effectivement, que les campagnes publicitaires peuvent être utiles, c'est-à-dire des cibles qui ne sont pas captives par défaut et que je vais aller chercher de cette façon-là. Et puis après, peut-être se dire, en fonction des tranches d'âge, il y a quand même... voilà, on sait que sur TikTok, on va toucher plutôt certaines générations, sur Facebook, plutôt d'autres. Donc ça, c'est tout ce qui doit nourrir en fait la réflexion de la stratégie social média en réponse à la stratégie touristique. Pour vous, une destination peut avoir 2 comptes Facebook, un à destination des habitants, par exemple, pour être très précise, et un à destination des visiteurs. Ouais, si la stratégie de la destination, c'est de cloisonner les habitants et les touristes, ça doit répondre à la stratégie. Moi, je pense que ça ne paraît pas être une super stratégie touristique, mais pourquoi pas? Ouais, mais là, ce qu'on pose, c'est la stratégie d'abord et l'opérationnel après. Bien sûr. C'est quand même la clé. Souvent, en fait, on oublie un peu la stratégie, et c'est quand même le plus important. On est à la fin, d'accord? J'ai poussé un peu plus loin. Est-ce qu'il y a un dernier témoignage, une question encore? Là-bas. Allez, c'est le dernier. Ouais, je vais courir. Hop. Mais après, vous aurez l'occasion, justement, vous avez 2 jours à CM on the Beach, donc ce soir, soirée, tout ça, vous pouvez tchatcher entre vous et puis témoigner, justement, entre CM, n'est-ce pas? Bonjour, je m'appelle Thomas, je suis CM à l'Office de tourisme de Serre-Ponçon dans les Hautes-Alpes. Je voulais rebondir rapidement sur la modération. Alors je vais essayer d'être rapide puisqu'on est sur la fin. Simplement pour préciser ou partager un point de vue, ne pas hésiter, la modération, à sortir un petit peu de son carcan, de ses propres réseaux sociaux et d'aller intervenir ailleurs en fait. Nous, on s'est retrouvés confrontés à ça dans le cadre un peu d'une gestion de crise où il y avait surtout cet hiver des amalgames qui étaient faits sur l'état du lac de Serre-Ponçon. Et en fait, on s'est mis à vraiment faire de la modération en faisant d'abord de la recherche avec notre mot-clé Serre-Ponçon, pour voir ce qui était dit de nous et aller répondre directement. Et je craignais au début le côté un peu intrusif de la chose parce que je ne le faisais pas que sur des réponses à des articles de presse, je le faisais aussi dans des discussions privées entre les gens. Et finalement, c'était très souvent bien reçu par les gens en fait, pour le côté donner justement le point de vue officiel et apporter des explications crédibles. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire ce travail de modération en dehors de vos propres comptes. Merci. Mais en fait, moi, c'est juste pour le mot de la fin, finalement, c'est l'influence, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, là, quand tu fais ça, Thomas, tu viens vraiment influencer, d'accord, la sphère, qu'elle soit sociale ou autre, quoi. Ouais, mais ça peut passer par là.
Et c'est ce qui est ressorti quand on a discuté, parce qu'on a beaucoup discuté avant, c'est pour ça que vous voyez, on a pris la parole longtemps, mais c'était vraiment ce qui était ressorti, c'est comment on peut être un véritable acteur, influenceur de sa destination. 2 mots pour terminer, notamment sur la question de l'engagement éditorial. C'est un peu tout ce qu'on s'est dit depuis le début. L'engagement éditorial, c'est le niveau d'engagement que je mets dans mes prises de parole quand je vais venir traiter effectivement des sujets notamment de tourisme responsable. Nous, c'est quelque chose, je vous ai dit que j'avais 2 casquettes, avec la casquette de Cairn, où on va venir... On analyse en fait les contenus, on a créé un indicateur qui permet de connaître son niveau d'engagement éditorial. Donc en fait, on va prendre la publication et on va voir quels items de RSE elle va venir cocher. Est-ce que j'aborde le sujet des labels, de la pollution carbone, etc. Et ça permet aussi de faire un suivi dans le temps, sur l'année, de mon niveau d'engagement éditorial et justement d'amener de l'indicateur de performance sur ces sujets-là à valeur ajoutée et de ne pas rester uniquement focus sur de la croissance de communauté ou ce genre de choses. Donc vous voyez les différents items qui sont cochés dans le cadre du Progress Score. Est-ce que je parle de la pollution carbone? J'incite à réduire les déchets, problématique de cause animale, pourquoi pas? La contribution à la note, et puis une vision un peu plus globale du Progress Score, de l'analyse de l'écosystème digital, où je vais regarder à la fois le Green IT, je ne vais pas rentrer dans le sujet du Green IT maintenant, mais c'est tout ce qui est dehors de la pollution numérique, la question de l'engagement éditorial, de la performance numérique et de l'éthique. Voilà. Merci Julien. On peut leur dire merci parce qu'ils ont quand même bien bossé. Merci. Merci.